Bonjour à tous, merci d'être fidèles sur ce programme et sur cette chaîne YouTube. Vous me connaissez désormais, je suis le pasteur Jean-Charles Vindini et je vais vous apporter des informations, peut-être que vous avez certainement d'ailleurs déjà vu cette semaine, 4 sujets d'actualité importants sur lesquels je tenais à revenir. Heure creuse, heure pleine. Nous allons avoir à la fin de l'année, donc je crois au 1er novembre, les premières modifications des heures creuses, des heures pleines. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire un point là-dessus et vous expliquer en quoi cela consiste. Je pense que c'est une bonne chose. Monsieur Trump, 47e président des États-Unis, et Gaza, va-t-il envahir la bande de Gaza? Va-t-il vider totalement de ses habitants la bande de Gaza? Comme nos chers journalistes français veulent nous faire penser et veulent démolir et démonter l'image de ce président américain. Nouveau programme d'éducation à la sexualité. Le titre est un peu moins explicite que cela, mais très pervers, très bizarre. Et au-delà de l'application de cette loi, de cette règle, qui date déjà depuis un moment, n'est-ce pas? Je vais vous donner les dates. Ce qui est étrange, c'est le timing dans lequel le gouvernement, le président en fait, décide d'appliquer cette loi. Et le 4e sujet, un sujet bien regrettable, vous l'avez vu, nous l'avons tous vu, cette petite fille de 11 ans qui a été retrouvée sans vie dans un bois. Un triste sujet d'actualité qui, malheureusement, fait partie des actualités que nous entendons toutes les semaines, voire tous les jours. Très bien. Le premier sujet, les heures creuses et les heures pleines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des heures dans la journée où la tarification EDF, la tarification EDF ou de la vente d'électricité plutôt, n'est pas la même, voilà, suivant les horaires. Il s'agit ici en fait d'heures à tarif réduit parce que pendant ces heures-là, l'énergie continue d'être produite. Vous savez qu'on a des éoliennes, on a l'énergie verte, on a les autoproducteurs avec leurs panneaux électriques, voilà, et principalement les usines nucléaires. Et ces usines nucléaires, les EPR, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, on ne peut pas les arrêter, et elles produisent continuellement. Donc il y a un problème régulièrement, et de plus en plus, avec le changement climatique, ou plutôt le changement d'habitude des Français, le changement de vie, l'évolution des consommations, c'est-à-dire que pendant que les centrales produisent la nuit, il y a un pic de production qu'on ne peut pas évacuer, et tenez-vous bien, ça je pense que vous ne le savez pas, on est obligé, pour s'en débarrasser, de le vendre à des pays étrangers, et on le vend pas cher, très peu cher, et même parfois, on paye pour qu'ils puissent nous débarrasser de cet excédent d'énergie. Et il y a eu, je crois, l'année dernière, en août, me semble-t-il, 2024, un pic incroyable où le kilowatt était revendu près de, me semble-t-il, 34 €. Non pas revendu, mais nous avons payé, la France a payé 34 € pour se débarrasser de ces kilowatts, de cet excédent. Toujours moins cher que d'arrêter un réacteur et de le remettre en route. J'espère que vous m'avez bien suivi. Donc, nos intellectuels ont mis tellement d'années avant de comprendre qu'il fallait s'y mettre, ont décidé enfin de changer les heures qui étaient imposées par Engie, donc Engie qui est comment exprimer, le décisionnaire en fait, c'est Engie qui gère, voilà, la répartition de la consommation, de la distribution et l'entretien des réseaux électriques. Voilà, EDF a été obligé de sous-traiter dans tous les sens pour tout, bref. Donc c'est Engie qui décide des heures creuses et des heures pleines. Nous avons ce système qui existe en France depuis les années 1960. Alors, petite parenthèse, si ce que je suis en train de vous expliquer, vous posez déjà une question, c'est un peu du chinois pour vous, vous dites mais moi je sais pas si je suis concerné heure creuse, heure pleine, c'est assez simple, il suffit d'abord de regarder dans vos papiers, votre abonnement, si vous n'êtes pas très papier, vous n'avez pas l'abonnement, et que vous possédez un compteur Linky. Il suffit d'aller vers le compteur, vous appuyez sur plus ou moins, là vous faites défiler en fait, et à un moment donné, donc vous allez voir PDL, point de livraison, etc., tout un tas de chiffres, et à un moment donné, vous allez voir HP, HC, ou peut-être écrit en entier, même heure creuse, heure pleine. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous êtes en tarif dit de base, et je vous conseille de passer en heure creuse, heure pleine. Si vous voyez heure creuse, heure pleine, bien entendu, c'est logique, c'est que vous avez l'abonnement heure creuse, heure pleine. Et ils sont répartis en système de 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, pas besoin de prendre la calculette, 2 tiers, donc 16 heures d'heure pleine et 8 heures d'heure creuse.
Auparavant, ces heures creuses étaient généralement distribuées entre 11 heures et 7 heures du matin, à peu près à 1 heure de décalage suivant la région dans laquelle vous habitez en fait. Et les 8 heures étaient d'affilée. Donc peu en profiter, moi y compris, parce que finalement, une fois que le lave-linge est lancé, la machine, le sèche-linge, les appareils, je sais pas ce que vous pouvez lancer la nuit, le chauffe-eau en particulier, ça tire le courant très fort pendant 1 heure et demie, et puis tout le reste du temps, eh bien, il y a quand même une surproduction, et on ne bénéficie pas de cette surproduction et des tarifs donc bas. Donc l'État s'est réveillé et a dit finalement, en été, automne, printemps et automne, en saison chaude, eh bien on va modifier ces horaires pour que les Français puissent aussi bénéficier en pleine journée de ces heures pas chères, parce que de toute façon, on a une surproduction d'électricité. Donc c'est un projet qui manifestement est voté et qui commencera à être appliqué à partir du 1er novembre 2025, et ce sera lissé tout doucement, vous savez comme la France est très très longue à réagir, jusqu'en 2027. J'espère que là où vous habitez et que là où moi j'habite, nous serons déjà bénéficiaires dès le 1er novembre, avec 1 heure ou 2 peut-être en pleine journée, qui nous permettrait effectivement, dès le mois d'hiver, novembre, décembre, donc ce sera l'hiver, de peut-être chauffer un peu plus fort en pleine journée pour bien chauffer moins fort dans le reste de la journée et équilibrer notre consommation. Toutefois, ça va être lissé donc sur 2 ans. Bien. Au lieu du classique, je l'ai dit, 23h, 7h du matin, il se pourrait qu'il y ait 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures, suivant les régions et suivant la saison en fait, qui soit proposée en pleine journée. Nous le saurons bien assez tôt. Nous serons en principe avertis selon la loi 6 mois à l'avance. Donc on aura le temps de prévoir et de modifier nos habitudes. Je vous conseille très très fortement de vérifier chez qui vous êtes, quel fournisseur vous avez, quel type d'abonnement vous avez, et de faire attention, pas forcément à votre consommation, on consomme ce qu'on a besoin de consommer, mais à la répartition de votre consommation. Vérifiez bien que vous avez un disjoncteur différentiel jour-nuit, on appelle ça le contacteur jour-nuit, vous savez, c'est le petit truc qui fait clac à 11h du soir, parce qu'à 11h se déclenchent les heures creuses, et qui fait reclac dans l'autre sens à 7h du matin. Cela vous permet d'économiser énormément d'énergie. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai publiée hier sur justement le choix que je vous conseille, ça reste un conseil, le choix de votre fournisseur d'énergie. Voilà, je dis beaucoup de choses dans la vidéo, je donne les tarifs et j'explique beaucoup de choses. Cette vidéo, je pense, vous intéressera beaucoup. Je vous la mets je vous mets le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Le sujet suivant. Trump, Gaza, et je vais vous parler rapidement des otages. La déclaration du président des États-Unis a fait beaucoup réagir, particulièrement en France, puisque le gouvernement et les journalistes, qui sont le porte-parole finalement du gouvernement, veulent pousser les Français à haïr, à détester et à penser que ce président est vraiment mauvais et qu'il ne faut surtout pas suivre le modèle américain. Sauf que, depuis quelque temps, c'est ce que nous avons fait avec le wokisme, n'est-ce pas? Le président Biden a mis en avant le wokisme et la France a plongé dedans, mais les yeux fermés en courant et a plongé dedans. Aujourd'hui, les États-Unis sortent de ce traquenard de mentalité du wokisme, mais la France ne veut pas et n'est toujours pas prêt à en sortir. Donc, effectivement, il faut critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique woke que nous subissons, le mot est pesé, actuellement en France. Alors, manifestement, selon ce que l'on entend, d'accord, il désire transformer la bande de Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Je vous rassure, c'est un gros coup de communication et c'est très difficilement réalisable. Tout comme il voudrait racheter ou envahir le Canada. On entend également, ça je pense qu'il va y arriver, qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous avons ici un homme qui est vraiment un homme, comme nous n'en avons peu en France et comme nous avons rarement eu en tant que président un vrai homme qui assume et qui rayonne sur la scène internationale. C'est le cas de Monsieur Trump. Quoi qu'il en soit, la chose est très difficilement faisable. Il faudra déplacer d'abord plus de 2 millions d'habitants. 2 millions de personnes qui devraient aller être accueillies dans les pays voisins de l'Égypte et de la Jordanie. Il faudrait
raison supplémentaire, argument supplémentaire pour vous faire comprendre que c'est une grande esbrouffe. Voilà, ce sera pas possible de le faire, ce sera pas possible. Il faudrait que les pays acceptent, n'est-ce pas? Il faudrait déplacer, donc je viens de le dire, 2 millions. Vous voyez pas l'infrastructure, le travail que ce serait de déplacer 2 millions de personnes pour les faire accueillir dans ces 2 pays. Il faudrait encore qu'ils acceptent. Il faudrait investir plusieurs milliards de dollars pour la reconstruction. Il faudrait trouver des ouvriers qualifiés, des matériaux. Et d'abord, il faudrait déjà déblayer le pays, n'est-ce pas? Il faudrait donc finalement leur fournir aux habitants un pays neuf qu'ils s'empresseraient de saccager, parce que construit par l'adversaire, par l'ennemi américain, la figure américaine qui vient reconstruire. Ce ne serait pas possible. Le pays serait saccagé dans les 6 mois. Nous l'avons fait. Nous l'avons vu, pardon. Ils l'ont fait bien avant le conflit israélo-palestinien. Ils n'ont jamais été capables de tenir leur rue propre, d'avoir de l'industrie, de construire un port, un vrai port de marchandises. La bande de Gaza, pourquoi n'ont-ils pas fait des clubs de vacances, des plages magnifiques, profiter de l'endroit dans lequel ils sont, qu'on leur a donné, pour bien rayonner dans le monde entier, faire du tourisme, gagner de l'argent, travailler honnêtement et être une population exemplaire. Ils ne l'ont jamais fait. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec le matériel qu'Israël, oui, Israël a bien envoyé du matériel à Gaza en aide humanitaire. Et en l'occurrence, peut-être vous ne l'avez pas vu, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis, ça a fait de grosses vagues quand Israël a envoyé des pipelines, des gros tuyaux pour l'alimentation en eau des populations démunies, les Gazaouites. Qu'en ont-ils fait? Ils n'ont jamais creusé pour placer les tuyaux et ouvrir les robinets. Non, ils ont découpé les tuyaux, ils ont soudé le fond et ils en ont fait des mortiers pour tirer sur Israël. Voilà ce que fait cette population. Il est clair que les habitants ne partiront pas d'eux-mêmes. Et personne n'ira faire la guerre à 2 millions d'habitants et de les déplacer de force. Ça s'appellerait un génocide, ce que les journalistes veulent nous faire croire. Ils veulent faire un génocide. Ce ne sera jamais fait. Techniquement, matériellement, physiquement, économiquement, ce n'est pas possible. Ils ne bougeront pas de là. Il est clair que ces habitants soutiennent le régime imposé, soi-disant, du Hamas. Ils sont avec le Hamas. Il n'y a qu'à voir le comportement qu'ils ont quand un otage est libéré. Ils sont là, ils crachent, ils sont contents. Ouh, ils applaudissent. Regardez, on est les chefs et c'est nous qui avons les clés. Mais ce sont des gens qui n'ont absolument aucune morale et aucune humanité. Et j'en reviens aux 3 otages qui ont été libérés hier. Voyez-vous, je regarde sur les réseaux sociaux et je suis impressionné du nombre de franco-français qui défendent les terroristes et qui disent « mais on n'entend jamais parler des otages palestiniens ». Mais ils ne sont pas otages. Ils ont commis des crimes, ils ont été jugés et placés en prison. D'un autre côté, nous avons des otages qui étaient chez eux, en famille, en train de cuisiner, de regarder le juste prix version israélienne et qui ont entendu des coups de feu, la porte défoncée, une dizaine de bonhommes qui rentrent là-dedans, qui attrapent le bébé par les pieds, la femme par les cheveux, un coup de poing, un coup de fusil dans la jambe, et le gars se réveille, il est dans une cave pendant 1 an et demi. Voilà la différence. Nous avons vu ces 3 otages, et je l'avais annoncé dans des infos précédentes, qui ont, eux, vraiment une mine défaite, qui ont perdu du poids et qui ont l'air vraiment traumatisés. Les premiers otages, c'était des jeunes filles qui avaient l'air bien portantes. On imagine ce que ces gens-là ont fait à des jeunes filles. Je n'irai pas plus loin, vous savez très bien de quoi je parle, et la dignité du peuple israélien a été à tel point qu'ils n'en ont même pas parlé eux-mêmes, ils sont restés dignes. Toutefois, on sait très bien ce qui s'est passé. Et puis, au fur et à mesure, on voit des otages qui ont été libérés de moins en moins bon état. Et les derniers qui vont être libérés, je l'ai déjà dit, ça va être bien les 8 otages qui sont morts en captivité, donc morts suite bien à leur torture, et ce sera des cercueils. Et nous voyons ici la cruauté de ce peuple qui se réjouit de voir des otages dans cet état-là et qui se réjouissent de voir leurs compatriotes qui sont des criminels, qui ont fait des meurtres, qui ont tué, qui ont massacré des Israéliens, qui ont été contre la loi. Ils se réjouissent de voir ces personnes-là qui étaient condamnées à perpétuité revenir dans leur pays pour à nouveau forcément prendre les armes. Mais cela est encore un autre sujet. J'en viens à un sujet important, le 3e sujet. Le nouveau programme d'éducation sexuelle de nos chers bambins.
Jeudi 6 février, le programme appelé, j'avais dit je vous donne le vrai nom, appelé Éducation à la vie affective, ça va crescendo, Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, a été publié et manifestement il sera mis en œuvre dès la rentrée 2025. Le problème, c'est que on ne sait pas vraiment comment il va être mis en œuvre, on ne sait pas quel instituteur va donner ces cours-là, et on ne sait pas réellement ce que vont contenir ces cours. Ça, c'est le vrai problème. Sous couvert de la défense des enfants, des plus jeunes de nos chers bambins, donc qui sont en maternelle, eh bien, ils vont apprendre, et ça, on le sait déjà, c'est un des sujets d'éducation qui a été publié, n'est-ce pas, un grand thème. Ils vont apprendre qu'ils ont le droit, et ils peuvent s'exprimer, encore heureux, sur un accord ou un refus, alors les termes sont assez flous, sur ce qui touche, ce qui a un contact avec leur intimité. Mais il n'est pas question d'avoir un avis d'accord ou de refus. C'est un refus net. Le fait d'ouvrir la possibilité qu'il peut y avoir un accord, ça ouvre tout simplement les portes à l'acceptation et à la normalisation de la pédophilie. Je n'ai pas peur des mots. Bien. Un autre sujet très important et qui sera toujours proposé, non pas proposé, mais imposé en maternelle, c'est comprendre et apprendre toutes les formes de famille. Comprendre, apprendre et appréhender, c'est ce dernier mot qui me fait peur, toutes les formes de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut pas dire forcément les familles monoparentales, mais il s'agit bien sûr des familles où il y a deux papas, deux mamans, parents 1, parents 2, et de laisser penser, de laisser croire à ces jeunes enfants très facilement influençables que ce modèle est un modèle normal de famille. Il s'agit ici clairement d'un bourrage de crâne de l'idéologie wokiste directement dans le cerveau de ces jeunes enfants qui vont rentrer à la maison et qui vont dire mais moi, papa, maman, finalement deux mamans ça m'irait bien, et peut-être que plus tard, moi je m'imagine sans enfant, parce que un modèle comme ça, moi je m'imagine pas, ou j'imagine avoir un enfant avec quelqu'un du même sexe que moi, parce qu'en fait c'est normal. Non, ce n'est pas la normalité, ce n'est pas comme ça qu'on fait des enfants, ce n'est pas dans les laboratoires qu'on fait des enfants, parce qu'on est incapable, eh bien, d'aimer le sexe opposé, ce pourquoi on a été fait, et que on nous a fait croire qu'il était normal d'être avec le même sexe, mais quand quelqu'un est avec le même sexe, eh bien, on ne peut pas produire d'enfants. Mais ce n'est pas grave, la science le fera pour nous. Non, ce n'est pas normal, et ce qui va être inculqué là, dans le cerveau de nos enfants, est très très grave. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que cette loi sur l'éducation à la sexualité date depuis, tenez-vous bien, 2001. Cette loi existe, elle n'a jamais été mise en place. Et là où c'est un problème, c'est que depuis que le président a semé le chaos économique, social, culturel, c'est maintenant que le gouvernement décide, à ce moment-là, parce que le chaos y est, ça y est, de mettre en place cette loi-là. Comme la cerise sur le gâteau, comme le dernier coup sur le crâne de la population et le dernier coup sur, eh bien, comment pourrais-je me dire, sur l'autel de la morale et de la moralité que nous avons encore. Tout le monde sait aujourd'hui pourquoi ce wokisme, pourquoi le pro-transgenre prend énormément de place. Il suffit, et maintenant on le sait, je ne veux pas me faire censurer, mais il suffit de regarder quelle est la vraie identité de la première dame. Bon, on dit la première dame, mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait ça. Il suffit de regarder sa vraie identité pour comprendre pourquoi le président et pourquoi le gouvernement entier pousse la population à être pro-LGBT et à accepter eh bien tout ce qui est transition de genre, et même à le mettre en avant et à dire que c'est une normalité. Dernier sujet. Le quatrième sujet, qui m'émeut beaucoup, parce que ça paraît normal, tellement nous en entendons parler. Il n'y a rien de normal lorsque nous entendons dans les actualités qu'un enfant de 11 ans, une petite fille de 11 ans, une jeune collégienne, donc 11 ans, elle était en 6e, a été retrouvée sans vie, un corps inanimé dans un bois à proximité de son école, disparu après avoir passé la journée dans son collège, un endroit qui normalement est un endroit dans lequel on est serein, on est à l'abri, on y va, on y revient en sécurité. Eh bien, il n'y a plus de sécurité pour nos enfants, ni à l'aller, ni au retour du collège, et même
dans le collège. Il n'y a absolument plus de sécurité. Cette petite fille a été retrouvée donc sans vie dans un bois à côté de son école dans la région de l'Essonne, voilà, dans l'Essonne. Un couple, et ça les dernières actualités ne le disent pas, j'ai chopé le truc au bon moment, un couple de 20 et de 23 ans a été placé en garde à vue, ils sont déjà connus du service de police. Comment ont-ils été placés en garde à vue? La police, le parquet, le procureur ne veut absolument pas faire fuiter pour le moment d'informations, mais il faut savoir que ces deux-là ont été interpellés à leur domicile. Donc c'est bien qu'il y avait des éléments, c'est bien qu'il y avait des suspicions, peut-être des caméras. Ils ont été interpellés très très rapidement. Pourquoi ces gens qui visiblement étaient très connus des services de police étaient encore en liberté et ont eu totale liberté, totale possibilité de faire un acte si horrible. Encore un drame aujourd'hui, nous attendons plus d'informations. Hier, en fin de journée, a eu lieu l'autopsie. Est-ce que nous allons avoir les résultats? Est-ce que la vérité va être dite? C'est terrible, c'est terrible. Vous savez, hier également, à 17h, je crois, à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le sud, la région que j'habitais avant, a eu lieu les obsèques du petit Émile. Une affaire terrible, terrible, plus d'1 an sans que la justice puisse faire la lumière sur cette affaire. 2 traces ADN, on connaît l'histoire, ont été retrouvées. Personne n'a été capable de désigner un coupable et de retracer réellement ce qu'il s'était passé. Cet enfant de 2 ans et demi, bon, paix à son âme, hein, il est décédé, les ossements ont été retrouvés en partie, il a enfin pu être enterré hier. Et hier également, nous apprenons la mort donc de cette jeune fille de 11 ans. J'ai très peur pour nos enfants. Que va-t-on apprendre encore la semaine prochaine et la semaine d'après? Mes amis, cela n'est pas normal et cela ne doit pas être dans des faits divers et passer rapidement aux informations entre une pub et la météo. Non, il y a des choses très importantes et nos journalistes devraient vraiment investiguer sur ces sujets-là plutôt que d'essayer de chercher des poux dans la tête de Monsieur Trump et de ses déclarations. Je n'en dirai pas plus, mon cœur est triste ce soir de vous donner ces informations-là, mais malgré la tristesse, je suis en paix parce que Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est votre sauveur et j'espère qu'il est également votre Seigneur. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. À bientôt.